Voilà, vous l'avez vu, nouveau générique, ce sera donc chaque soir désormais jusqu'au 17 mars, date prévue pour ces élections à la Knesset en Israël. Une spéciale d'une heure chaque soir, donc avec des débats, des reportages, des invités. On va commencer ce premier plateau d'ailleurs et je vous présente tout de suite Sacha Dratoua, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de Yesh Atid, le parti emmené par Yair Lapid. Merci d'être là. Bonsoir à Michael Lev. Bonsoir. Bonsoir à vous. Vous êtes membre du Likoud, donc le parti du Premier ministre Benjamin Netanyahou, dont on va parler évidemment dans un instant, surtout après le discours d'hier. Et puis Dror Even-Sapir qui est là, bonsoir. Bonsoir. Analyste politique sur i24 News. Dror, on va commencer chaque soir avec vous d'ailleurs les dernières nouvelles de cette campagne. Alors ce soir, vous avez tout d'abord deux sondages importants à nous présenter. Bien sûr, les premiers sondages, Jean-Charles, effectués depuis le fameux discours de Benjamin Netanyahou prononcé devant le Congrès. On sait à quel point le Premier ministre accordait de l'importance à ce discours, non seulement pour tenter de convaincre les élus américains, l'opinion publique américaine des dangers éventuels de l'accord qui pourrait être signé sur le nucléaire iranien, mais aussi, et ça n'a pas échappé au Premier ministre, eh bien, l'importance électorale 2 semaines avant les élections de ce discours. Premier sondage effectué donc depuis que Benjamin Netanyahou s'est exprimé devant les élus américains et après une période où le Likoud ne cessait de perdre du terrain. Donc voilà, on va les voir tout de suite à l'écran. Donc 2 sondages que l'on doit à nos confrères de la chaîne de télévision Arutz 2 et celle de la chaîne de télévision Arutz SR. Alors 24, ça c'est le premier sondage que l'on doit à la chaîne numéro 2, Arutz 2, donc 24 pour l'Union sioniste qui reste en tête, mais d'une très courte avance sur le Likoud avec 23 mandats. La liste arabe unifiée qui progresse, 13 mandats. Yesh Atid les centristes à 12, plus ou moins stables. Même chose pour Bennett, le foyer juif, 12 mandats. Moshe Kahlon a 8 sièges, là aussi il est plus ou moins stable. Et puis les petits partis maintenant. Alors, on va voir les scores s'afficher tout de suite à l'écran. Avec notamment les partis religieux qui pourraient jouer un rôle d'arbitre. Alors, on ne les a pas à l'écran, mais on va vous donner en gros... Peut-être l'autre sondage. Alors l'autre sondage d'abord, et puis ensuite on revient sur les scores des petits partis, parce qu'on va les donner quand même. Donc, voilà, aussi. Le sondage de nos confrères de la chaîne de télévision numéro 10, et là les résultats sont sensiblement les mêmes, mais tout de même, le Likoud progresse à 23 mandats, alors que dans le sondage précédent de ce même institut, il n'avait que 21 sièges. Et dans l'autre sondage dont on vient de publier les résultats, eh bien là aussi on a constaté un progrès du Likoud de 1 ou 2 mandats. Lapid là progresse d'une manière un petit peu plus sensible pour nos confrères de Arutz SR avec 13 sièges, 13 pour la liste arabe unifiée, le même résultat que pour la chaîne de télévision numéro 2. Légère baisse pour Bennett avec 11 mandats et Kahlon qui progresse à 10 sièges. C'est le premier sondage où Moshe Kahlon, transfuge du Likoud, dépasse la barre ou atteint plutôt la barre des 10 mandats. Donc c'est un score important pour Moshe Kahlon. Alors les principaux enseignements, peut-être Jean-Charles, de ces 2 sondages, c'est que incontestablement le Likoud se renforce parce qu'on n'a pas les résultats des sondages précédents, on n'a pas indiqué les résultats des sondages précédents effectués par ces mêmes instituts, mais dans les 2 cas, on constate une progression du Likoud. Donc l'érosion qui a été constatée ces 2 dernières semaines du parti au pouvoir a été stoppée, a été freinée. Reste à savoir sur combien de temps l'effet discours de Benjamin Netanyahou. Ouais. C'est dû incontestablement, c'est dû au discours de Benjamin Netanyahou. La seule question, c'est est-ce que cet effet va perdurer? Est-ce qu'il va s'inscrire dans la durée? Il reste encore un peu moins de 2 semaines jusqu'au scrutin du 17 mars. Donc renforcement du Likoud, mais, et ça peut sembler paradoxal, le bloc constitué par les partis de droite et par les formations religieuses, donc les alliés traditionnels du Likoud, eh bien, dans les 2 sondages, ce bloc s'affaiblit. Pas de beaucoup, mais il s'affaiblit d'un ou 2 sièges. C'est un paradoxe, mais c'est un paradoxe que l'on comprend mieux lorsque l'on constate que la liste unifiée des partis arabes est en progrès constant. Elle passe de 12 à 13 mandats, et les sondeurs constatent que le nombre d'Arabes israéliens qui déclarent vouloir voter eh bien, est en progression constante. Et ça, forcément, ça aura un effet sur les résultats du 17 mars. Et ça commence déjà à se faire ressentir dans les intentions de vote. Donc 13 mandats pour cette liste unifiée aux partis arabes. Et lorsque on constate une augmentation du nombre d'Arabes israéliens qui déclarent vouloir voter, eh bien, la plupart d'entre eux, ou une majorité d'entre eux, vont voter pour cette liste unifiée des partis arabes. Et pas seulement. Il y a également
simplement des Arabes israéliens qui peuvent voter pour le Parti travailliste, pour le Meretz, ou même pour certaines formations religieuses ou de droite. Et puis l'Union sioniste, donc l'adversaire principal de Benjamin Netanyahou et du Likoud, qui stagne, qui n'augmente pas et qui ne baisse pas. Et c'est la même chose depuis environ 3 semaines, une stagnation à environ 23 mandats, 23-24 sièges, d'après les différents instituts. Et après une journée marquée par le discours de Benjamin Netanyahou et par, on en parlera, une réaction plutôt maladroite de Yitzhak Herzog à ce même discours, c'est plutôt encourageant pour l'opposition de centre-gauche, le fait qu'elle ne baisse pas. Alors, on dit un mot quand même des scores des autres, des petits partis, on ne les a pas vus à l'écran, comme c'est entre guillemets, ça n'a rien de péjoratif, mais tout de même, donc 6 pour Meretz ou 5 selon l'autre sondage, 6 ou 5 pour Lieberman également, 6 sièges pour le parti du judaïsme unifié de la Torah, Chasse qui est à 6 ou 7, et puis 4 pour l'autre parti d'Eli Yishai. Et ça c'est important, 4 le parti d'Eli Yishai, transfuge du Chasse, qui a fait alliance avec l'extrême droite kahaniste, 4 mandats seulement. Si ce dont on vient de parler se confirme, à savoir l'augmentation du nombre des Arabes israéliens qui vont aux urnes et qui déclarent vouloir aller voter, alors que c'est un électorat assez largement abstentionniste en général, eh bien ça pourrait menacer le parti d'Eli Yishai, le Yachad, et ces 4 mandats pourraient ne pas se retrouver à la Knesset, et donc ils se répartiraient d'une manière autre dans les différentes formations qui sont représentées à la Knesset, et ça pourrait être une mauvaise nouvelle pour Benjamin Netanyahou et ses alliés traditionnels. Alors, on vous fait réagir chacun déjà sur ces sondages avant de voir les autres temps forts du jour. Sacha Dratois, vous retenez le score de Yesh Atid qui se maintient pour l'instant, ou le fait que le Likoud finalement semble avoir été boosté par le discours de Netanyahou? Mais si je ne me trompe pas, j'étais ici sur le même plateau il y a 2-3 semaines et on a été donné à 8-9 mandats. On est passé entre 12 et 13. Je pense que ça montre réellement quelque chose que la population israélienne ressent. Elle a envie de voir du futur, elle a envie de prendre contrôle de son futur. Et donc Yesh Atid présente réellement un très beau programme. Les gens le lisent, les gens sont au courant. On a sorti aussi notre programme il y a moins de 3-4 jours. On a pris un livre de plus de 260 pages qu'on peut lire. Il y a vraiment sur tous les sujets pour tous. Donc les gens, évidemment, sont influencés par ça. Ils ont confiance au parti. On a montré qu'on était capable de faire des changements et d'avancer. Et on avance. Et on a aussi une très belle campagne qui est basée sur ce qu'on va faire et pas contre les autres politiciens qui sont en jeu. Voilà, donc vous vous situez au-dessus de la mêlée. Je ne prononcerai pas, bien évidemment, sur les qualités ou les défauts du programme du parti de Yair Lapid, le Yesh Atid. Par contre, ce qui est certain, c'est que la campagne menée par Yair Lapid pourra peut-être être enseignée dans quelques années dans les écoles de sciences politiques, parce que voilà un homme politique qui, de la vie générale, il y a encore quelques mois, avait laissé une mauvaise impression de son passage à la tête du ministère des Finances, et qui était effectivement donné à 6 ou 7 mandats en début de campagne, et qui a réussi à donner à son parti une progression spectaculaire dans les intentions de vote et séduit à une campagne particulièrement dynamique, une campagne de terrain, et pas seulement une campagne dans les réseaux sociaux ou dans les nouveaux médias, une campagne de terrain. Le Yesh Atid est très présent, il ne cesse de progresser effectivement, et ce qui est intéressant, c'est qu'on constate qu'il progresse et que ce n'est pas forcément aux dépens, alors qu'on aurait pu le penser, parce que c'est à peu près le même électorat, ce n'est pas forcément aux dépens d'Yitzhak Herzog et de l'Union sioniste. Peut-être que c'est aux dépens du Likoud, peut-être que comme ça avait été le cas il y a 2 ans, Yair Lapid réussit à séduire certains électeurs plutôt traditionnellement acquis au Likoud. Ouais. Alors, Michael Lev, vous, ces sondages qui montrent finalement que le Likoud a peut-être repris un peu du poil de la bête là, hier, après ce discours de Netanyahou, c'est plutôt une bonne chose pour vous? Oui, c'est une bonne chose. Maintenant, vous ne pouvez pas lier les deux. Si, il faut lier les deux. Il faut lier les deux, bien sûr. Quand un sondage est réalisé juste après, le lendemain d'un événement majeur tel que le discours de Benjamin Netanyahou au Congrès américain, ça va forcément influencer une partie des votants. Mais je voudrais réagir sur les petits partis. Les petits partis qui ont un rôle majeur dans ce scrutin. C'est pour ça qu'on dit petit entre guillemets. Oui, on dit petit entre guillemets parce que faut pas oublier que en Israël, le scrutin est à la proportionnelle. Et que le parti au pouvoir se retrouve tout le temps, depuis de nombreuses années, sauf pour le gouvernement Sharon,
en minorité dans son propre camp, dans sa propre majorité. Elle se retrouve en minorité au sein de son gouvernement. Or, on se rend compte que les petits partis, pour beaucoup, peuvent aller soit avec le Parti travailliste, qu'on appelle l'Union sioniste, menée par Bougie Herzog et par Tzipi Livni. À propos, où est-elle? Alors, on va en parler dans un instant. Ou avec le Likoud. Beaucoup de ces petits partis peuvent se lier pour un gouvernement, pour créer un gouvernement avec les deux partis. Et c'est cela que nous créons au Likoud et que nous créons donc pour l'avenir de notre pays, c'est que ce soit des petits partis sectoriels qui n'ont pas un professionnalisme politique reconnu comme celui de Yesh Atid, mais plutôt un professionnalisme dans la communication qu'il faut bien reconnaître, et vont faire le jeu finalement pour donner aux extrémistes, et je pèse mes mots, du Parti travailliste, comme Stav Shapir, les clés du pouvoir. Donc il faut faire très attention. Donc moi je voudrais faire un appel aux francophones qui vont voter, qui nous écoutent. Ne votez pas pour les petits partis, votez pour le parti dont celui que vous désirez diriger l'État. Donc le Likoud, si on veut Donc voter, si on veut Binyamin Netanyahou comme Premier ministre, la meilleure et la seule façon d'assurer qu'il soit au pouvoir, c'est de voter pour le parti qu'il dirige, le Likoud. Bon, il faudra faire pareil au centre. Si on veut que ce soit le centre qui dirige, il faut voter pour Lapid, c'est ça, Sacha Dratois? Pas exactement, parce que Lapid ne va pas être demain Premier ministre. Mais en tout cas, si on veut voter... Donc il veut faire partie d'une coalition? Il devra faire partie d'une coalition, à mon avis, s'il veut vraiment changer. Ça, je ne peux pas encore vous dire à ce moment-là, on attend la fin des élections. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aux dernières élections, on a décidé de rejoindre la coalition parce qu'on sait que c'est là-bas qu'on travaille. Nous, on ira où la coalition veut travailler, on ira avec les partis qui veulent travailler avec nous. Et on est venu en politique, et Yair Lapid est entré en politique parce qu'il veut travailler, il veut faire changer les choses. Donc c'est ça qu'on fera, on est là pour travailler et pas pour être assis sur des sièges. Donc c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on va continuer à faire. La question, c'est de savoir si vous pourriez retravailler avec Netanyahou, parce que ça s'est pas très bien fini. Voilà, c'est ça l'histoire. C'est pas très bien fini. Ce sont deux personnes, je pense, qui ont essayé de travailler ensemble. Ça n'a pas vraiment marché. À ce moment-là, je crois que c'est encore très 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 tôt pour dire si on va s'asseoir ensemble, oui ou non. Donc on verra plus tard. Bon, on sait que Yesh Atid a une bien plus grande tendance à vouloir aller avec le camp sioniste, que je ne crois pas qu'il est sioniste, mais qui se fait appeler comme tel, comme il se faisait appeler avant, le camp de la paix, alors qu'il faisait l'inverse pour obtenir la paix. Faut le reconnaître. On sait ce que Yesh Atid n'a pas fait ou a fait pendant les 18 mois de ce gouvernement. Et on sait aussi que, à l'encontre de tous les spécialistes économiques, il a voulu faire une TVA à 0% sur les nouveaux bâtiments, sur les nouveaux appartements en vente. C'est cela qui a fait tomber le gouvernement, et qu'on n'a pas trouvé un seul spécialiste en économie voulant aller défendre ce programme de Yair Lapid à la Knesset. On n'en a pas trouvé un seul. Donc le problème de Yesh Atid et de Yair Lapid, c'est pas la communication, c'est pas la sympathie, c'est le professionnalisme. Et c'est mon problème avec Yesh Atid, c'est l'arrivisme et pas l'envie de servir l'entité, le pays dans son ensemble. Et j'espère que les électeurs vont s'en rendre compte et qu'ils vont voter pour ceux qui finalement qui font de la politique depuis longtemps. Alors, si je peux me permettre, juste pour revenir sur l'histoire et pourquoi le gouvernement est tombé. Évidemment, il est tombé à cause de cette loi qui n'est pas passée. Mais le prix de cette loi, qui était plus ou moins estimé à 2 milliards de shekels, c'est le prix des élections. Donc on aurait pu faire passer cette loi pour ne pas payer ces élections qui coûtent très cher à l'État d'Israël. Donc c'est la première chose. Et deuxièmement, cette loi n'était pas ici pour faire descendre les prix de l'immobilier. Elle était là pour donner une solution
aux gens qui veulent acheter un appartement, aux jeunes couples qui ont servi dans l'armée, aux jeunes couples qui avaient vraiment besoin et qui sont les gens qui aujourd'hui ne peuvent pas se permettre d'acheter un appartement. Donc c'était une loi qui était basée pour justement booster la classe moyenne qui aujourd'hui ne peut pas se permettre de le faire. On a d'autres solutions pour l'immobilier, pour faire descendre les prix, donc c'est pour ça. Sur la question de l'éventuelle participation du Yesh Atid à un gouvernement qui serait formé à nouveau par Benyamin Netanyahou, la réponse est probablement non, étant donné que Benyamin Netanyahou se méfie de Yair Lapid, dont on connaît les ambitions très, très, très élevées, puisqu'il a dit à une reprise en tout cas, qu'il se verrait bien le moment venu Premier ministre ou Premier ministrable. Et un Premier ministrable dans l'entourage de Benyamin Netanyahou, en général, il ne fait pas long feu. Donc, oui, Benyamin Netanyahou, dans l'état actuel des choses, si les sondages se confirment, eh bien, il peut se passer des 12 sièges ou 13 de Yesh Atid. Il peut se passer de Yair Lapid pour créer une coalition, mais ce serait une coalition assez cohérente idéologiquement, constituée par le Likoud, le parti de Bennett, les partis religieux, le Shas, le Yahadut Torah, et sans doute aussi les formations dirigées par messieurs Lieberman et Kahlon. Ça rassemble environ, d'après ces derniers sondages, 63-64 sièges sur 120. Donc ça suffit, ouais. C'est suffisant, mais c'est tout de même un casse-tête, étant donné que, par exemple, dans cette coalition, il y a le parti d'Eli Yishai, le parti d'Eli Yishai qui s'est allié avec l'extrême droite kahaniste. Benyamin Netanyahou ne veut pas de cette tendance, ne voudra certainement pas que cette tendance fasse partie de sa coalition gouvernementale. Ce sera compliqué. Ce sera encore plus compliqué si ce genre de sondage se confirme pour Yitzhak Herzog, parce qu'il a une coalition éventuellement avec la gauche, le Meretz, avec le parti de Yair Lapid, avec les centristes, le parti de Moshe Kahlon, avec les partis religieux. Le problème, c'est que les partis religieux ont affirmé à plusieurs reprises qu'ils ne voulaient pas siéger avec Yair Lapid. Et ils ont également affirmé à plusieurs reprises qu'ils avaient une assez nette préférence pour Benyamin Netanyahou. Donc, Yitzhak Herzog pourrait, dans l'état actuel des choses, former une coalition qui serait pas vraiment cohérente et qui manquerait probablement de stabilité. Mais ce qui est intéressant, c'est la tendance. Et la tendance, elle est à un affaiblissement, en dépit du discours de Benyamin Netanyahou qui a permis au Likoud de reprendre du poil de la bête, elle est à un affaiblissement du bloc des alliés traditionnels que sont la droite et les partis religieux. Et cet affaiblissement, il est essentiellement dû à la montée du parti arabe, ou en tout cas de la liste arabe unifiée, et également à un petit transfert de voix entre le Likoud vers les centristes, Yair Lapid et Moshe Kahlon. J'aimerais beaucoup qu'on pose la question à Bougie Herzog et à Tzipi Livni, qui dirigent les deux le camp sioniste, si c'est prêt à s'asseoir avec la liste unie arabe dans un gouvernement pour le former. Alors ce sera probablement pas le cas, étant donné que les dirigeants de cette même liste arabe ont dit à plusieurs reprises qu'il n'en était pas question. Du côté de Yitzhak Herzog et de Tzipi Livni, c'est probablement pas le cas non plus, puisque je pense qu'ils considèrent que l'opinion publique israélienne juive n'est pas prête, dans l'état actuel des choses, à ce que des formations arabes dont on sait quelles sont les... islamistes. Alors voilà, il y a plusieurs courants, il y a plusieurs tendances. On peut imaginer qu'il y a une scission également. Mais en tout cas, l'opinion publique n'est pas prête à ce que des partis qui tiennent un discours aussi radical contre l'État d'Israël et sa politique intègrent le gouvernement. Ça c'est probable. Sur Tzipi Livni, une chose intéressante, d'après certaines enquêtes internes, d'après certaines enquêtes d'opinion confidentielles, eh bien, Madame Livni bat des records ces derniers temps d'impopularité et elle deviendrait un réel poids pour l'Union sioniste, pour le Parti travailliste. Donc c'est pour ça qu'on la voit pas ? C'est pour ça qu'on la voit moins, on la voit mais nettement moins, c'est évident. Et vous vous souvenez, Jean-Charles, de cette histoire de rotation. Herzog et Livni s'étaient mis d'accord sur une rotation au poste de Premier ministre en cas de victoire de leur liste commune. 2 ans pour Herzog, 2 ans pour Livni. Il n'est pas impossible, d'après certaines indiscrétions, que Tzipi Livni, poussé par les conseillers en communication de l'Union sioniste, ne renonce tout simplement à cet accord de rotation et se contenterait entre guillemets d'un autre poste prestigieux au gouvernement, celui probablement des affaires étrangères, si en tout cas l'Union sioniste en arrive à remporter ces élections. Donc il faudra être attentif parce que véritablement il paraîtrait que Tzipi Livni éloigne des électeurs potentiels de l'Union sioniste et de nombreux électeurs potentiels. Est-ce que ça vous inspire comme réflexion, toi, avec Tzipi Livni
Ouais, nous, d'abord, on est là pour présenter notre parti et pas bien sûr, mais donc ils prendront les décisions qu'ils doivent prendre. Ça vous laisse bien un sentiment? Vous avez le sentiment qu'elle ne pèse pas dans cette campagne, Ça, ce serait plutôt côté personnel et moins en représentant mon parti, mais je pense qu'elle s'est rejoint un gros parti, qui est un gros parti qui existe depuis très longtemps. Avoda, c'est un vieux parti que la société israélienne connaît bien. Tzipi Livni est passé de plusieurs partis, donc c'est un peu dur parfois de rejoindre un ancien parti. Tzipi Livni qui est passé de plusieurs partis, c'est parfois dur, mais je suis pas là pour la critiquer, ni pour critiquer Bougie, ni pour critiquer même Bibi. On n'est pas là pour faire ça, donc nous on est... Un petit peu quand même. Un petit peu. Là-dessus, sur la personnalité de Tzipi Livni. Est-ce qu'on lui reproche finalement d'avoir changé plusieurs fois de camp? Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire, c'est-à-dire que d'être la fille de haut responsable de l'Irgun Sfailomi de Menachem Begin, de passer donc du Likoud à Kadima pour créer son parti à Tnoa pour ensuite aller rejoindre la gauche, c'est ce qui s'appelle en hébreu les ishtolel. Aller un petit peu partout, courir un petit peu partout. Une remarque qui peut s'avérer intéressante sur la manière dont Herzog, le chef de file de l'Union sioniste, a réagi au discours de Benjamin Netanyahou. Il lui a lui-même donné un discours quasiment simultanément à proximité de la bande de Gaza, un discours qui manifestement était mal préparé, mal organisé. Il a un petit peu raté son coup, pour dire les choses un petit peu familièrement. Puis ce matin, sur les ondes de la radio de l'armée, l'une des radios les plus écoutées en Israël, sa langue a un petit peu fourché lorsqu'il a dit qu'il ne connaissait pas grand-chose au terme de l'accord qui pourrait être signé entre la communauté internationale et l'Iran sur le programme nucléaire. Donc une succession de maladresses qui, paradoxalement, ne semble pas lui porter un si grand tort que cela dans les sondages. Et puis on a vu qu'aujourd'hui, Yitzhak Herzog s'était empressé de tenter de recentrer le débat sur les questions sociales en parlant de la grave crise à laquelle est confronté le système de santé publique en Israël. Donc là, on passe très clairement, on tente en tout cas de passer très clairement d'un débat sur les questions sécuritaires et diplomatiques, l'Iran aux questions sociales et économiques. Et puis, j'attire votre attention, Jean-Charles, sur ce qui va se passer samedi soir. Un grand rassemblement, en tout cas les organisateurs entendent bien qu'il soit le plus grand possible, des opposants à Benjamin Netanyahou, le Parti travailliste, l'Union sioniste et au-delà de tous ceux qui veulent remplacer Benjamin Netanyahou. Et là, justement, ce seront deux anciennes figures de l'establishment sécuritaire israélien qui vont prendre la parole, l'ancien numéro 1 du Mossad, le général de réserve Meir Dagan, et un ancien numéro 2 du Mossad, un autre général de réserve, Amiram Levin, qui sont tous deux des opposants farouches à Benjamin Netanyahou et qui vont prendre la parole. Donc là aussi, on constate que chez les opposants de Benjamin Netanyahou, on parle beaucoup d'économique, on parle beaucoup de social, Herzog bien évidemment, mais on va également tenter de parler des questions sécuritaires et de porter de fer sur ces questions en reprochant à Benjamin Netanyahou finalement de ne pas être ou de ne plus être le monsieur sécurité qu'il a prétendu être pendant de longues années. On va voir combien de personnes vont participer à ce rassemblement parce qu'on avait l'impression dans cette campagne que la rue était un petit peu désertée. Là, un grand rassemblement à Tel Aviv samedi soir. On va voir si ce sera un succès ou non. Bon, alors, vous trouvez que Netanyahou, justement, a trop tendance à focaliser sur la sécurité, notamment l'Iran, dans cette campagne? C'est ce qu'on lui reproche. Est-ce que ça vous gêne à vous ou pas, Michael? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ça me gêne qu'on lui reproche, oui. Ça me gêne qu'on lui reproche parce que quel dossier, quel sujet plus central, plus vital que la sécurité d'un pays qui fait face à tellement de fronts. On a dans le nord le Hezbollah, Daesh, on a à l'intérieur de nous et à Gaza le Hamas, le Fatah. On oublie qu'il y a quelques années, suite aux erreurs de la gauche israélienne, du Parti travailliste et de la signature des accords d'Oslo, on vivait ici au jour le jour dans la peur, avec des bus qui explosent, avec des facultés qui explosent. C'est sous Ariel Sharon. Oui, mais c'est Ariel Sharon aussi qui l'a arrêté grâce au mur qu'il a fait construire, au mur de séparation. Benjamin Netanyahou. Encore récemment d'ailleurs. Oui, mais ils ont commencé
de façon très forte par la signature des accords d'Oslo et par le fait qu'on ait laissé rentrer les loups dans la bergerie parce que certaines personnes croyaient à une paix possible avec des ennemis qui nous disaient on s'est fait renvoyer de chez nous il y a 60 ans, on veut revenir chez nous, ou il y a 40 ans, on veut revenir chez nous. Aujourd'hui, c'est à 70 ans. Nous partagez cette vision paysage sécuritaire ou pas? On la partage parce qu'évidemment c'est très important pour chaque citoyen israélien. On doit vivre en paix, on doit vivre en sécurité. C'est le besoin de chacun d'entre nous. Ce qu'on croit, c'est qu'on n'a pas réussi à amener des résultats pendant les longues discussions avec les Palestiniens et qu'on ne va pas y arriver spécialement rapidement. On doit trouver une solution à ce conflit très rapidement, puisqu'on ne peut pas vivre dans une sensation d'insécurité totale. Aujourd'hui, à Jérusalem, c'est dur. Une question peut-être à poser aux représentants du Yesh Atid. Est-ce que votre parti est en faveur du principe des 2 États pour les 2 peuples ou non? Nous sommes en faveur de 2 États pour 2 peuples. C'est important. C'est important d'abord d'avoir un État juif fort, qui sait garder une culture juive à long terme. Démantèlement des implantations, c'est une chose... Pas totalement, puisqu'on croit réellement que... Donc 2 États pour 2 peuples, tout en préservant les implantations. Les grosses implantations qui appartiennent à Israël, Ariel, c'est Israël, on ne va jamais rendre Ariel. Il y a beaucoup d'Israéliens qui habitent là-bas, ils ont le droit d'habiter là-bas, donc évidemment on va garder Ariel, c'est important pour nous. En laissant la possibilité aux Palestiniens de créer un État, évidemment pas si facilement que ça, ils devront le prouver. On aura encore des forces israéliennes sur le terrain qui seront prêtes à intervenir dans chaque situation où on en aura besoin, avec une communauté internationale forte qui va y participer. Et sinon, on devra se défendre jusqu'à quand on arrive à obtenir un résultat, puisqu'on n'est pas là pour garder un status quo qui nous amène à rien. Il faut trouver une solution à ce conflit, et même si c'est dur, on devra le faire. On n'a pas entendu hier Lapid réagir au discours de Benjamin Netanyahou sur le nucléaire iranien, d'ailleurs. Je veux dire pour quelle raison? Parce qu'on pense qu'évidemment c'est important d'agir contre l'Iran. Ce qu'on critique au niveau de Netanyahou, c'est la façon dont ça a été fait. On croit que Netanyahou a le droit d'aller se battre contre l'Iran, puisque c'est important aussi pour nous. Maintenant, ce qu'on pense, c'est qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites sur le trajet, où la diplomatie israélienne a mal travaillé. On a vu un ministère des Affaires étrangères qui est complètement en dehors de cette histoire, qui n'est pas le bienvenu en Europe. On a vu un Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui n'est pas le bienvenu en Europe, et ni même aux États-Unis pour certains milieux. Donc on a un problème diplomatique qui est dû au travail du Premier ministre. On l'a vu hier soir au Sénat, il n'était pas très bienvenu. Mais je voudrais terminer là-dessus aussi. Il y a plus d'1 mois, les démocrates avaient mis des nouvelles sanctions sur l'Iran qui ont été annulées à l'annonce du discours. Et donc ça fait mal, puisqu'on aurait pu aujourd'hui être avec de nouvelles sanctions contre l'Iran qui ne sont pas là. Merci, on ne pourra pas aller plus loin, mais merci à tous. Sacha Dratois, merci Michael Lev, merci d'être venu. Merci Dror Evan Sapir. On continue dans quelques minutes. Merci à vous, merci. Et dans quelques minutes, cette édition spéciale élection avec bien l'actualité dans les réseaux sociaux et puis un invité également en studio. A tout de suite après les infos. Suite donc de cette heure consacrée aux élections en Israël. Dans une dizaine de minutes, nous recevons Émilie Moatti qui dirige la campagne pour la liste arabe unifiée dans cette élection après un incident grave qui s'est produit hier et qui a visé la députée arabe israélienne Hanine Zouabi. On verra dans un instant également l'actualité de la campagne sous l'angle des réseaux sociaux, car c'est une campagne qui se déroule principalement, et ça c'est une nouveauté, sur les réseaux sociaux. Vous verrez pourquoi avec Rudy Saada. Mais tout de suite, portrait d'une députée israélienne qui figure sur la liste du parti de Lieberman, celui d'Israël Beitenu. Elle s'appelle Orly Levy et son portrait nous est dressé par Lorraine Tolila et Tal Shalev. היי, אני אורלי לוי, אני מבית שאן, גדלתי והתחנכתי בבית שאן למשפחה מרובת ילדים. היום אני אימא ל4 ילדים, יש לי תואר ראשון במשפטים, עסקתי בתקשורת, והנושאים שאותם אני מקדמת זה נושאים של ילדים ובני נוער בסיכון, נושא רווחה, הנושאים החברתיים שבעצם הם מנת חלקם של רוב האוכלוסייה במדינת ישראל. אני גדלתי בבית פוליטי מאוד, והחוויות שלי מהפוליטיקה לא היו נעימות בתור ילדה, אבל כשאתה גדל בבית כזה, מן הסתם אתה סופג אליך כמה דברים, אתה בוחר גם איפה לייצג אותם. זה לא חייב להיות באמת בפרונט של מקבלי ההחלטות בכנסת או בממשלה, ואני בחרתי לעשות את זה בתקשורת. ואז הגיעה הצעה שהיא מבחינתי הייתה באמת מה שהציף את הדילמה.
את מדברת בנושאים חברתיים. מה אם יהיה לך אור ירוק לשנות ולהריץ את הנושאים החברתיים שבהם את מאמינה? תהיי בתפקיד או במיקום מאוד גבוה ביחס לח"כ נכנס, ועם הבטחה לאור ירוק בנושאים החשובים לך. אני פה, לא? תראי, יש הרבה תגובות שאני יכולה לייחס אותן לתגובות שוביניסטיות, היום פחות, או שהפכתי להיות אדישה. המוטו שלי גם זה אוקיי, אבל שידברו, זה לא משנה, אם זה לא מסרס אותי, אז זה לא פוגע בי ולא פוגע במאבק שאותו אני מנסה. אם הייתי הולכת עכשיו לקונחייה הזו של האישה שנלחמת על זכותה שידברו אליה בצורה שווה, היינו מאבדים את העיקר, ואותו השגנו בגלל שהתעלמתי מזה לחלוטין ועמדתי על זכותי להמשיך ולהביע את דעתי, ולא התעסקתי עם זה שעכשיו מגיע לי שתתנהג אליי בצורה אחרת. ותאמיני לי, חלק מהחוקים שאותם העברתי, אין לי ספק שלא היו עוברים ללא העקשנות שלי והדבקות במטרה, והתחושה שזה אישי. מה, אישה ראש ממשלה? בוודאי, אבל אני חושבת שהנושא של ההתעסקות, של האחריות, של הזמן הפנוי עם המשפחה, אני חושבת שגם ככה הילדים שלי משלמים מחיר, ולא הייתי רוצה לגבות מהם מחיר יותר כבד ממה שגם עכשיו הם משלמים. הדילמות האלו הן דילמות שמשותפות, אני חושבת, לכל אישה שיוצאת לשוק העבודה, החל מחופשות לידה ועל החזרה לשגרה. אבל אני יכולה לספר לך שאני מגיעה הביתה, לפעמים ב-10 בלילה, ואני תוך כדי זה שאני מגיעה עוד על העקבים עם הבגדים, מתחילה להרים כביסה, לזרוק לזה, למיין את הכלים לכיור, ובסוף גם שומעת תלונות על כך שאני לא נמצאת בבית ומבשלת ארוחת צהריים חמה בכל יום. איך הבת שלי אמרה לי, אני לא צריכה לשלם את המחיר של הקריירה שלך, אז תתחילי לבשל. יש רגעים שבהם אני אומרת למה הייתי צריכה את זה, אבל כשאני מסתכלת על למעלה מ-26 חוקים חברתיים, פר אקסלנס, ממש את מתעסקת בילדים בסיכון, בילדים עם בעיות, באוכלוסיות מוחלשות, בדיירי הדיור הציבורי, בנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, בנפגעי עבירה קטינים, כשאני מסתכלת על ההישגים האלו ועל ההגנה על אותם ילדים, אני אומרת, זה היה שווה כל רגע. אולי לא הצלחתי לעשות מהפכות גדולות, אבל המהפכות הקטנות האלו של הילדים משנים את החיים. Voilà, portrait donc réalisé par Lorraine Tolila et Tal Chalem. On vous l'a dit, cette campagne, elle se déroule principalement sur les réseaux sociaux et on verra cela tous les soirs grâce à vous. Rudy Saada, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Spécialiste des réseaux sociaux donc sur Act 24 News. Alors, on va voir justement comment l'Union sioniste a tenté hier soir de réagir le plus rapidement possible pour contrer le discours de Netanyahou au Congrès. Oui, c'était très étudié, très réfléchi. Sur la page Facebook du mouvement sioniste, on a dégainé en 2 temps. Acte 1, la publication de Push Bibi 2, un jeu vidéo très simple dans lequel le joueur incarne un Netanyahou qui, pour atteindre le Congrès et pour y prononcer donc son discours, doit détruire une à une les relations avec les habituels alliés d'Israël. On voit représenter Obama ou Clinton. C'est la 2e fois qu'ils utilisent cette méthode jeu vidéo. Acte 2, au moment même où le Premier ministre était en train de s'exprimer et évidemment candidat, le camp sioniste a diffusé une vidéo sur sa page Facebook très courte intitulée « Chercher les différences ». Elle dénonce le torpillage des relations israélo-américaines en se plongeant dans le passé. Je vous propose de regarder. 7 ביוני 81, מנחם בגין מפציץ בעיראק ומשמיד את הכור שאיים על ישראל. 6 בספטמבר 2007, אהוד אולמרט מפציץ בסוריה בטילים ומשמיד את הכור הסורי. 3 במרס 2015, ביבי מפציץ את הקונגרס במילים ומשמיד את היחסים עם ארצות הברית. 9 שנים של כלום. נכשלת? הביתה. ב-17 במרס מחליפים את ביבי. Voilà, démonstration faite par l'Union sioniste. On va s'intéresser maintenant, Rudy, à Naftali Bennett, qui lui aussi était à Washington. C'est le ministre de l'économie et puis c'est surtout le parti Foyer Juif. Oui, il a fait savoir sur sa page, il était à Washington et il soutenait, il disait que la survie d'Israël était plus importante que les enjeux électoraux. Donc Bennett, excellent communicant, on le sait, c'est lui qui avait lancé cette mode des clips de campagne, le premier. Dès le lendemain de l'annonce de ces élections, il avait déjà lancé ce clip où il était en hipster dans les rues de Tel Aviv, où il disait il faut cesser de s'excuser. Et
il a récidivé ce soir. La campagne israélienne officielle a démarré sur les chaînes et il est revenu en hipster en faisant donc le lien avec cette campagne web. Alors vous le disiez, Jean-Charles, un clip viral a créé l'événement ces derniers jours avec plus de 110 000 vues sur la page de Bennett. Un gros score pour une vidéo en hébreu uniquement. On n'est plus du tout dans l'humour, on est dans l'émotion. C'est la technique du stop motion qui est utilisée. Les personnages sont représentés par des chaussures et ça raconte l'histoire en fait d'un électeur de gauche né dans les années 90. On regarde. שר החוץ שמעון פרס אמר כי אחרי 100 שנות טרור יש סיכוי לשלום ולהידברות, להסכם המתגבש בין ישראל לפלסטינים. המערכה שאנו עומדים בפניה לא תהיה קלה. לצערי אינני יכול להבטיח מטח רקטות קטלני החל ליפול על העיר. התוצאה טרגית, 2 ילדים קטנים נהרגו מפגיעת אחת הרקטות. Alors c'est vrai que c'est un clip étonnant parce qu'il n'y a pas de personnage, il n'y a que des chaussures, tout est raconté à travers les chaussures. C'est oui. ça qui parle. Et ça a créé l'émotion et puis surtout ça a rappelé aux Israéliens leur propre histoire, l'histoire extrêmement récente. C'est un clip qui a vraiment remis Bennett au centre justement de l'attention médiatique. Il faut savoir que sur sa page Facebook, il avait démarré très très fort avec beaucoup de clips de campagne très provoques avec de l'humour et puis il est revenu à des choses plus simples. Là, il mène par exemple en ce moment une série de vidéos avec des vérités simples qu'il dit en face caméra aux différents candidats. Donc il continue à travailler là-dessus. Et puis là, il a vraiment pris un tournant qu'on n'attendait pas avec ce clip basé sur l'émotion. Voilà, donc ça c'est pour Foyer Juif, mais c'est vrai qu'il y a une vraie bataille qui s'est engagée dans cette campagne via les clips qui sont présentés quasiment chaque jour. Il y en a, ils sont tournés très vite d'ailleurs, parce que c'est des clips qui sont présentés quasiment dans la foulée. Oui, et puis ils sont aussi tournés en amont. On sent qu'il y a une vraie stratégie derrière, qu'il y a des agences de communication et que chaque jour on remet tel ou tel thème. Et c'est le net qui va lui donner le ton de la campagne. Et c'est par rapport au clip qui fait le buzz le jour même que les débats vont s'orienter. Merci Rudy Saada, merci beaucoup. On vous retrouvera évidemment chaque soir pour présenter donc cette actualité de cette campagne via les réseaux sociaux, parce que c'est ça aussi qui fait sans doute bien bouger les choses aujourd'hui. C'est une nouvelle façon de communiquer en matière de politique. Merci Rudy Saada, on vous retrouvera donc chaque soir pour ce corner sur les réseaux sociaux. On va se retrouver nous dans un instant pour l'invité justement de cette soirée consacrée aux élections. Restez avec nous. Première invitée donc de cette spéciale élection israélienne, la directrice de campagne de la liste arabe unie. Bonsoir Émilie Moati. Bonsoir. Merci d'être là. Vous parlez un petit peu français, mais vous vous exprimerez en hébreu parce que vous allez nous raconter d'abord ce qui s'est passé, parce que c'est un incident quand même assez grave. On parle d'une agression dont a été victime Hanin Zouabi, la députée arabe israélienne qui fait partie donc de cette liste. C'était hier à Ramat Gan. Vous y étiez puisque vous avez été vous-même victime. Oui. Hier, il y a eu un événement politique à Ramat Gan. Il y a eu une série d'événements en même temps. J'étais dans un autre événement et la conseillère de Hanin Zouabi a été agressée. J'ai demandé d'arrêter le rassemblement. Elle n'était pas là-bas. Ils l'ont sortie et je suis descendu. Ce qui est arrivé à Hanin, c'est qu'un des militants d'Israël Beitenu et de Baruch Marcel lui a versé une bouteille de Sprite ou d'autres choses sur la tête. C'était un acte très dur. Et dans le même temps, il y a eu une manifestation des militants de Marcel. Je suis allé chercher l'équipe de Hanin sur le parking et un groupe
de racistes, des gros bras, et ont agressé cette fille qui était la conseillère. Et tout le monde lui est tombé dessus. Ils m'ont insulté de façon très dure, qu'ils me violeraient à Gaza et qu'ils brûleraient son corps, des choses comme ça. Et j'ai reçu un coup sur la tête avec un drapeau israélien. Donc vous avez été blessé vous-même Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez pensé après? Parce qu'évidemment, il y a le choc au début, mais qu'est-ce que vous êtes dit hier soir avec un peu de recul? Vous dites que ça fait partie de la vie politique en Israël, ou est-ce que c'est quelque chose qui arrive très rarement et qui devient peut-être très grave? Il est interdit que des incidents comme ça soient la partie de notre vie politique. Non, pas de ce côté et pas d'un autre côté. Ce qui arrivait hier était terrible, horrible. Et malheureusement, ça ne naît pas de rien. Quand Lieberman dit face à la liste arabe unifiée, tu n'es pas voulu ici, parce que vous n'êtes que 20% de la population, c'est appeler ces militants à agir contre les Arabes et tous ceux qui sont liés d'une façon ou d'une autre avec cette liste arabe unifiée. Mon cœur est avec eux, mais je travaille pour eux. Ça peut arriver à n'importe qui d'autre. C'est pourquoi ça fait si peur. Et ça, c'est Alors, il faut dire quand même, Émilie Moatti, que Hanin Zouabi comme Baruch Marzel sont les deux députés qui ont été dans un premier temps interdits de se présenter par la commission électorale, et puis ça a été invalidé par la Cour suprême, parce que Hanin Zouabi fait régulièrement aussi la controverse en Israël. Je n'accepte pas cette comparaison entre Hanin Zouabi et Baruch Marzel. Hanin Zouabi demande l'arrêt de la colonisation et de la mort de civils innocents. Au contraire, Baruch Marzel appelle au contraire des morts, à la mort de tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. C'est un homme violent. Et il n'y a pas lieu de comparer entre eux. Le tribunal a décidé ce qu'il a décidé. Je crois et j'espère que comme des représentants publics changent, j'espère qu'il va changer. Sinon, oh là là, pour nous, c'est très grave pour nous. Bon, on va continuer de parler du climat politique, mais juste encore pour revenir sur Hanin Zouabi. Ce que vous dites, on ne peut pas comparer, mais elle a été quand même exclue de la Knesset pour avoir dit que les... Alors, vous n'entendez pas bien le... Okay. Alors, on ne va pas vous traduire ça puisque vous comprenez les questions, mais elle a été exclue de la Knesset pour plusieurs mois pour avoir dit que les assassins des 3 adolescents israéliens dans le Gush Etzion n'étaient pas des terroristes. Ce sont des propos très graves qu'elle a tenus, vous en convenez? Elle a dit, elle a tenu ses propos que quand ils ont été kidnappés. Et elle n'est pas rentrée. Je n'étais pas dans sa tête. Je ne sais pas pourquoi elle a dit ces choses-là à certains moments. Je dis simplement ce que je pense. Et je pense que comme la liste arabe unie, c'est très important pour eux et très important pour la politique israélienne. Et je lutterai, même en tant que conseillère que citoyenne, pour qu'on entende leur voix. Mais est-ce que pour vous, dans une démocratie comme Israël, on doit pouvoir tout dire, même quand on est député, ou est-ce qu'il y a des choses, des limites quand même à ne pas franchir? Écoutez, si vous me demandez personnellement, je suis quelqu'un de modéré, une citoyenne moyenne. Je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Des propos de Hanin ou de ceux d'Amir Regev, je ne pense pas que ce soit moins grave. Il y a des propos extrémistes qui sont durs. Alors, il y a cette campagne donc, qui prend un climat quand même. Est-ce que vous êtes inquiète ou pas quand vous voyez ce qui s'est passé hier? Vous dites que la campagne n'est pas finie, encore il reste 2 semaines. Le climat vous semble plus violent que par le passé? Plus nous nous approchons des élections, plus les choses se radicalisent et les messages des militants se durcissent. Malheureusement, la carte politique, il y a ceux qui appellent à la violence et à l'incitation. Ils se trouvent à droite de la carte politique. Ça me semble normal, c'est comme ça dans le monde entier. Et nous avons encore 2 semaines pour affronter ces propos. Comme a dit le chanteur Shalom
Hamor, la lumière vient toujours après l'obscurité. Et je pense que nous allons vers cette lumière. Alors il nous reste très peu de temps, mais on va dire un mot quand même de cette liste arabe unie, parce que c'est la première fois qu'elle fait campagne. On lui donne à peu près 12 sièges dans les sondages. Vous pensez qu'elle peut avoir plus? Les élections précédentes, on leur a donné 9 mandats, ils en ont eu 12. Maintenant, nous avons déjà 13. On pourrait arriver à 15. Et même si ça sera une surprise, je ne pense pas que nous arriverons à moins que 15. Je pense que une des révolutions que nous allons vivre, c'est ces 15 députés arabes dans la prochaine Knesset. Mais à quoi ils vont servir si finalement ils ne penchent pas pour un camp ou l'autre? Parce que finalement, ils pourraient aider l'Union sioniste à former une coalition, même s'ils ne participent pas au gouvernement. Est-ce qu'ils pourraient faire ça, ou est-ce qu'ils vont rester en dehors de toute coalition? Écoutez, tout d'abord, il faut mieux attendre les résultats des élections. Nous sommes dans la poche de personne. Quand on aura les résultats, on prendra en compte plusieurs facteurs. C'est une liste jeune qui a déjà dit qu'elle fera tout ce qui amènera à la chute de Benjamin Netanyahou. Et peut-être que nous allons vers de meilleurs jours. Peut-être qu'il y aura la paix. Et il y aura effectivement là, à ce moment, des Arabes dans la coalition. Et je suis très optimiste, malgré les jours sombres que nous vivons. Hanin Zohabi a dit, parce qu'elle dit beaucoup de choses qui font parfois polémique, mais elle a dit, pour moi, Israël n'est pas une démocratie. Est-ce que le fait qu'il y ait une liste arabe qui se présente aux élections, c'est pas quand même la preuve qu'Israël est une démocratie? Cette question, il faut la poser à Hanin Zohabi. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'Israël était une démocratie, et une démocratie forte, malgré toutes les difficultés. Nous devons encore nous améliorer, mais nous sommes une démocratie. La liste arabe unie, est-ce que vous trouvez qu'elle a aujourd'hui une vraie unité? Parce que ça n'a pas été facile quand même pour tous ces partis de se rassembler. Aujourd'hui, vous sentez, vous, à l'intérieur, une vraie unité? C'est une question difficile. La ligne conjointe est composée de certains mouvements qui, d'une manière naturelle, n'auraient pas été ensemble sur une même liste. C'est les besoins du moment qui les ont réunis. Je pense qu'il n'en sortira que du bien et nous verrons après les élections. Je sais que les chefs de la liste veulent tout faire pour que ça arrive. Merci beaucoup, Émilie Moati. Je rappelle donc que vous êtes la directrice de campagne de cette liste arabe unie et vous avez donc été victime, à vous aussi, de cette agression hier qui visait Hanin Zohabi et qui s'est passée à Ramat Gan. Aujourd'hui, tout le monde va mieux, hein? Bon, tant mieux, tant mieux. Et on espère que le climat va se calmer dans cette campagne électorale. Merci. Vous étiez la première invitée donc, de cette spéciale élection, 1 heure chaque soir, que nous vous offrirons donc, jusqu'au 17 mars avec évidemment au point d'orgue la grande soirée électorale qui vous attend sur i24 News. Merci encore, Émilie Moati. Bonne soirée à vous. Merci.